Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille d'Hastings. Les petits contes de la grotte aux chats. Je vous propose qu'après une brève remise dans le contexte, nous regardions qui sont les prétendants à la succession du trône d'Angleterre et quels sont leurs arguments. Puis nous aborderons la préparation à la bataille, la stratégie mise en place par Guillaume, les quelques escarmouches et déconvenues, la traversée et l'installation du camp en Angleterre, puis la bataille, que nous aborderons en détail avec les stratégies mises en place en fonction des différents événements. Et enfin, très rapidement, la remontée vers Londres et le couronnement de... Oh, je vais quand même pas vous divulgacher. Alors, à l'époque, le roi d'Angleterre est Édouard le Confesseur. Sauf que ce dernier n'a pas de descendants, et que beaucoup de prétendants se bousculent au portillon. Sauf qu'Édouard pète la forme, et a du temps devant lui, jusqu'au jour où il tombe gravement malade et il meurt. À ce moment-là, les prétendants au trône sont les suivants. Harold, son beau-frère, c'est-à-dire le frère aîné de sa femme. Il a pour argument une donation in articulo mortis en sa faveur. En gros, avant son dernier souffle, Édouard l'aurait désigné comme son légitime successeur. Oui, mais cela, personne n'en est sûr. Mais peu importe ce qui s'est réellement passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose de nature à ce que la grande majorité des Anglais de l'époque considèrent Harold comme le roi légitime de l'Angleterre. Vu comme cela, Ce qui lui vaut, chose très importante, le soutien des Anglais. Autre prétendant, Guillaume le Conquérant, qui n'a encore rien conquis. Alors, lui, ce qu'il a en sa faveur est quelque chose qui relève plus du testament romain, même si l'on n'en a aucune trace. L'accord aurait été conclu entre Édouard et Guillaume entre 1051 et 1052, ou pas, et il avait reçu 2 otages anglais. Il y a aussi l'épisode du serment, décrit sur la tapisserie de Bayeux, lors d'une visite impromptue de Harold en Normandie. Harold aurait promis à Guillaume de lui laisser la couronne d'Angleterre. Et là, Guillaume soulève la nappe et dévoile un reliquaire plein de corps de saints. C'était un divin traquenard. Bon, Harold s'en défendra en disant qu'il a juré sous la contrainte. Guillaume, dans cette entreprise, à défaut d'avoir de vrai soutien, il a tout de même un accord du bout des lèvres de 2 personnages importants. Le roi de France, qui ne s'y oppose pas à condition qu'à la mort de Guillaume, les 2 fils aînés du duc héritent l'un du duché, l'autre du royaume. Le pape, dont le soutien relève plus de la non-opposition. Quant aux autres grands personnages d'Europe, dirons-nous qu'ils ne s'y opposent pas, accaparés par leurs propres sujets. Alors, nous avons également comme prétendant Harald le Sévère. Il a des liens de sang avec Edwige, la femme d'Édouard, et il ne se sent pas obligé de justifier ses prétentions. Et enfin, on a Tostig, le frère d'Harold, parce que c'est trop injuste la vie. Quoi qu'il en soit, Harold se fait couronner très vite après la mort d'Édouard. Les absents ont toujours tort. très vite à quel point? Le 6 janvier 1066, le jour même de l'enterrement d'Édouard le Confesseur. Le roi est mort. Vive le roi. À partir de là, chaque prétendant a un temps limité pour agir. Il faut agir vite pour qu'Harold n'ait pas le temps de s'installer, mais pas trop vite pour être bien préparé. Et je vous propose de nous intéresser
aux préparatifs de guerre de Guillaume. Alors, il faut d'abord regarder un atout. Guillaume a la paix à ses frontières, ce qui lui permet d'envisager une longue absence en toute sécurité. Cependant, il va falloir que quelqu'un gère le duché pendant son absence. Son fils? Mais non, sa femme, Mathilde. Elle sera assistée de Roger de Beaumont et de Roger de Montgomery, le mari de Mabile. C'est exact. Alors, de quoi a besoin Guillaume pour cette bataille? De chevalier? Effectivement. Et pour cela, il ne peut pas se servir du service d'Ost. Ah bon? Pourquoi? Parce que cela ne dure que 40 jours. Or, il va devoir les mobiliser beaucoup plus longtemps. Il fait donc appel à des volontaires. Et les volontaires sont souvent les puits-nés des familles nobles. En effet, ne pouvant prétendre au domaine familial, tous veulent se créer leur propre domaine. Et si vous voulez mieux comprendre, je vous renvoie à cette vidéo. Du coup, les chevaliers vont affluer de tout le pays. D'abord de la Normandie, mais également de Bretagne, de Flandre, du royaume de France, à proprement parler, et d'autres d'encore plus loin, le pays d'Anjou, avec lequel il est très lié. Et en échange de leur participation, Guillaume, il leur promet des terres. Mais il lui faut également quoi? Des fantassins? Bingo, qui s'enrichiront par le pillage de l'Angleterre. Et il lui faut aussi... Des navires? Alors, on estime qu'il lui a fallu 1000 à 3000 navires. Mais si j'en crois David Bett, qui est quand même la référence la plus solide sur le sujet... C'est moins? Non, 3000 navires est sans doute la bonne estimation. Il réquisitionnera tous les bateaux de son duché, mais il en fera également venir des duchés alliés et en fera construire sur place. Car entre les chevaliers et les fantassins, il y a certes 8000 hommes, mais à cela, il faut rajouter d'autres choses, dont... Les chevaux? Oui, 3000 chevaux qui sont d'ailleurs toutes des juments. Et je suis sûre que ceux qui se rappellent de mon short sur la tapisserie de Bayeux ont un petit sourire en coin. En effet, j'y expliquais que l'importance des personnages s'y mesurait à la longueur du membre viril de leur étalon. Alors qu'en fait, ils n'ont pris que des juments, car les étalons se seraient battus entre eux sur les bateaux et auraient pu provoquer des naufrages. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Des armures? Des munitions? Oui, et encore. Eh bien, il faut également du petit personnel. Exact, celui sans lequel rien n'est possible. Des marins, des cuisiniers, les personnes chargées du foin, les maréchaux ferrants, mais aussi les charpentiers. Pour les bateaux? Non, pour la construction de donjons en kit. Hein? Et il va se préparer à l'invasion depuis l'estuaire de la Dive. L'attente va durer tout l'été. Et je voudrais souligner quelque chose d'extraordinaire. Il n'y aura aucun pillage de la région normande. Cela veut dire qu'il tient sacrément bien les hommes. Oui, et en plus cela veut dire que la logistique a suivi. C'est Roger II de Montgomery qui a en charge la logistique, et cela consiste à approvisionner chaque jour pour nourrir ses hommes 30 tonnes de blé, 20 tonnes d'orge ou d'avoine, 15 tonnes de foin, 5 tonnes de paille, 17 000 litres d'eau, 3 600 litres de vin. Rien que pour les céréales, cela représente le travail de 25 000 hectares par 15 000 paysans. À cela, il faut ajouter la formation des hommes. Ils doivent apprendre à se battre ensemble, à faire des manœuvres ensemble, mais aussi à charger et décharger les bateaux en un temps limité en raison des marées. Guillaume va aussi en profiter pour mettre en place une stratégie. En effet, Harold est loin d'être stupide. C'est même un chef de guerre reconnu. Rien n'est gagné d'avance, ni pour l'un ni pour l'autre. Robinson, faut que je te dise, on connaît tous la fin. Non, mais divulgage pas. Alors, pendant la préparation de la stratégie,
vous avez des espions des deux côtés de la Manche. Et il apparaît qu'Harold a aligné des navires tout au long de la côte sud de l'Angleterre. Il y aura d'ailleurs des escarmouches entre les flottes françaises et anglaises. Et puis arrive un événement improbable. Tostig, le frère d'Harold, essaie de négocier une alliance avec Guillaume pour le partage de la couronne. Bon, Guillaume, il envoie chier. Du coup, Tostig, il va attaquer l'Angleterre tout seul avec 60 navires avant de se raviser. Il y a un autre point important à avoir en tête. On sait que Harald va s'attaquer avant la fin de l'été à l'Angleterre. Et la position de Guillaume va être d'attendre que tout le monde s'épuise à se taper les uns sur les autres avant d'attaquer lui-même. Il va également décider de débarquer à Péversey, car les moines de Fécamp connaissent très bien l'endroit. Et c'est un atout indéniable, la connaissance du terrain. D'ailleurs, certains de ces moines feront partie de l'expédition. Le choix de Péversey est aussi en raison de l'existence d'un fort romain encore en assez bon état qui peut servir de base à la construction d'une motte féodale. Attends, ton histoire de château, ce n'est pas une blague? Non. Il faut bien comprendre que c'est Guillaume qui a couvert la Normandie de forteresses. Mais en Angleterre, on en compte à la même époque seulement 6, et elles sont toutes très éloignées du point de chute prévu. D'ailleurs, reparlons du point de chute. Au final, il est beaucoup plus loin de l'estuaire de la Drive que le point initial. Il va donc déménager son armée à Saint-Valery, afin que la distance à parcourir le jour J passe de 180 km à 110 km. Il faut dire que le point initial était l'île White, et alors là, l'île, elle est blindée de bateaux anglais. Quoi qu'il en soit, le 11 septembre, l'ordre est donné pour un début d'embarquement le lendemain à 5 heures, c'est la marée basse, et une arrivée prévue à Saint-Valery à 21 heures. Sauf que... L'embarquement va mal se passer? Ah non, ça, ils ont été ultra entraînés. Non, en arrivant à 21 heures à Saint-Valery, il fait nuit. Et c'est dangereux la côte. Il perdra 50 bateaux et leur équipage. Selon Guillaume de Poitiers, Guillaume dissimulera autant qu'il peut la mort de tous ceux que les flots avaient engloutis en les faisant enterrer en cachette. Mais Guillaume, ce qu'il en tire, c'est surtout une leçon. Il faut accoster de jour. Alors, plus on avance, plus le grand jour approche, et Guillaume laisse croire qu'il attend l'arrivée de vents favorables. Il suggère qu'il serait peut-être possible qu'il reporte son attaque au printemps prochain. Et vous pouvez être sûr qu'un espion a dû l'entendre. Harold, quant à lui, fait arrêter la surveillance des côtes. Comment ça? Entre l'incertitude que Guillaume vienne et les raisons financières, car l'Angleterre à l'époque n'est pas la puissance que l'on connaît aujourd'hui. Elle a connu l'occupation romaine, puis le joug irlandais, elle a eu du mal à s'unifier et d'ailleurs, elle ne l'est pas. Cela fait 2 siècles et demi qu'elle subit les invasions vikings et elle a de gros problèmes de fric. Enfin, l'hiver se rapproche et il est peu probable que Guillaume vienne. Et puis Tostig, son frère. Après avoir été dégagé par Guillaume, après s'être pris une branlée en essayant d'attaquer l'Angleterre tout seul, s'est allié avec Harald le Sévère, et eux, là, c'est sûr qu'ils vont bientôt débarquer. Au bout de 15 jours à Saint-Valery, il est décidé de sonner le départ. L'embarquement se fait le 28 septembre, à marée basse, c'est-à-dire de 8h30 à 13h30. Le départ se fait à 17h avant la tombée de la nuit. Et à 18h, toute la flotte se trouve au large. Il est prévu une traversée de 9h, soit une arrivée prévue à 4h du matin. Alors, pour ne pas arriver en pleine nuit, les navires jettent l'ancre au large pour faire une pause de 2 heures.
Il faut savoir que cette traversée est extrêmement pénible. Les témoignages que l'on en a, c'est qu'il fait froid, que l'humidité transperce les vêtements, même les fourrures sont détrempées, et les vagues s'écrasent sur les hommes. Le premier bateau à arriver sur place est le bateau amiral. Il a semé les autres, alors qu'ils devaient tous rester groupés. Ils avaient même prévu d'allumer des torches sur le sommet de leur mât à cet effet. Nous sommes le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, saint patron de la Normandie. Le duc ne panique pas d'être seul. Il demandera un bon gueuleton pour attendre l'arrivée de sa flotte. Alors, pour ceux que cela intéresse, son dracard a une voile bandée d'or et de gueules et a à sa proue un enfant doré qui sonne le cor et pointe le doigt vers l'avant. Ce point a fait couler beaucoup d'encre. Le bateau se nomme Mora, sans doute que cela désigne la pointe d'une épée. Le reste de la flotte de Guillaume finit par arriver. Il faut se représenter une forêt de mâts. Tout le monde débarque et s'affaire à sa tâche. Enfin, tous les bateaux, d'abord au vu de la taille de la baie, il est peu probable que tous les bateaux aient pu réellement accoster et se tenir dans la baie de Pévensey. Et puis, il y a une 50aine de navires qui ont dévié et qui accostent à Romney. Les habitants des lieux massacreront tous les équipages. Pour eux, le chemin s'arrête là. Alors, Guillaume installe son camp dans l'ancien fort romain qu'il va fortifier. Il fait monter une motte catastrale au sommet duquel il installe une tour, et il fait creuser des fossés et installer des palissades. Le camp fait 8 à 10 hectares et est complètement fortifié. Par ailleurs, le site est particulièrement bien protégé puisqu'il n'est accessible que par le nord, et c'est d'ailleurs sur la route qui mène vers Hastings que sera élevée la seconde tour. Le site lui permet également de garder sa flotte à proximité. Il a vraiment construit un mini château fort. Oui, un château fort rudimentaire, mais la première chose que fait Guillaume, c'est construire un château fort. Ce qui va lui permettre de piller la région en toute sécurité, et donc d'approvisionner ses troupes. La gestion du site sera donnée à Robert Mortin, son demi-frère, et il peut faire tout ça parce que pendant qu'il monte son château, il n'y a personne qui vient l'attaquer. Alors, en fait, on pense que Harold a rapidement été prévenu de l'arrivée de Guillaume. Sauf que Harald a débarqué au nord. Et là, commence pour Guillaume l'attente et un problème d'approvisionnement, ou pas. Car pour s'approvisionner, il faut juste piller la région. La tapisserie de Bayeux est très claire concernant ce qui se passe. C'est également une stratégie d'intimidation de la région. Les hommes sont tués, les femmes et les enfants sont violés et réduits à l'esclavage. Et pour vous donner une idée de la catastrophe que cela représente pour le territoire, 20 ans plus tard, le comté n'aura retrouvé que 20% de sa puissance économique initiale. C'est comme si la France avait été mise à feu et à sang, au point que son niveau de développement serait réduit à celui du Nigeria, et qu'après 20 ans de reconstruction, on n'en soit qu'au niveau de développement de la Turquie. Et les pillages vont durer 15 jours, car Harold est trop occupé avec Harald le Sévère. En effet, Harald et son frère Tostig ont débarqué à York avec 360 navires. Et ils s'apprêtent à descendre vers le sud, c'est-à-dire vers Londres. Alors, pour vous donner une idée de qui est Harold, Harold va parcourir 300 km en 5 ou 6 jours avec 7000 hommes. Il surprend l'armée d'Harald et de Tostig à Riccal, à 15 km au sud de York. L'armée, qui ne s'y attendait pas, est désordonnée. Harald meurt d'une flèche au cours du premier jour et Tostig meurt dans la seconde bataille qui a lieu le lendemain. Les Vikings sont massacrés. Ils repartiront en tout et pour tout avec 24 navires au lieu des 360 initiaux. Cette bataille sonnera le glas des invasions vikings.
Alors, nous allons bientôt aborder la bataille d'Hastings elle-même. Mais n'oubliez pas qu'Harold est un chef de guerre exceptionnel, stratège et qui sait réagir vite. On pense que Guillaume est averti de la défaite des Vikings le jour de son arrivée en Angleterre. Harold est de retour à Londres le 6 ou le 7 octobre et il décide de repartir le 11 octobre avec 7 à 8 000 hommes. Pour attaquer Guillaume par surprise? Alors en fait, pas du tout. Pardon? Effectivement, son frère propose d'aller mener la bataille à sa place. Mais le projet d'Harold est d'assiéger Guillaume. L'idée est de mettre fin au pillage le temps qu'une armée composée d'hommes frais le rejoigne. Il ne part pas à la bataille. Il ne va d'ailleurs pas forcer le pas puisqu'il va parcourir les 75 km qui le séparent de son point de chute en 3 jours. Et il va s'installer au Pommier Gris, là. Par ailleurs, il envoie 100 à 700 navires pour bloquer la flotte de Guillaume dans la baie. Harold va envoyer à Guillaume un émissaire pour la forme. Guillaume va proposer un duel pour la forme, mais personne n'est dupe. La bataille qui se prépare est une ordalie géante. Dieu décidera qui d'Harold ou de Guillaume portera la couronne d'Angleterre. Donc, Harold arrive le 13 octobre au Pommier Gris et ses troupes sont plutôt joyeuses et vont festoyer toute la nuit. Comme les Français à Azincourt? Comme les Français à Azincourt. En revanche, Guillaume, par son expérience, sait qu'un siège n'est jamais bon. Or là, il est pris en étau. Il va donc préférer qu'une bataille se déroule rapidement. Il prévient ses troupes, tout se jouera en une bataille. Alors, Guillaume est très religieux, et l'époque est très superstitieuse. Donc ce sera messe et confession pour les Normands, les Français et tous les autres. Chacun s'accroche à des signes. La comète qui est passée dans le ciel il y a quelques jours serait plutôt de bon augure. Mais le brogne de Guillaume qui glisse et tombe sur la gauche, elle serait plutôt de mauvais augure. Et à chaque fois, Guillaume a la même réaction. Il me fait penser un peu à Trump. Pour le brogne, par exemple, il s'écrie « Signe de changement! De duc, je vais devenir roi !» Et ça marche. Au matin du 14 octobre, Harold apprend à l'aube que Guillaume a quitté son camp avec son armée et se dirige sur eux. Là, Harold, il a très peu de temps pour réagir et il est impossible de se replier. Il va donc choisir le terrain, la colline de Senlac, à 1 km au sud du Pommier Gris. Alors, ce terrain a de nombreux avantages. Il est surélevé, c'est une colline. Si au début la pente est douce, elle se raidit au sommet. Les alentours sont semi-marécageux, donc il est difficile d'avancer pour ses adversaires. Elle est cernée par une forêt. Il est impossible d'attaquer par les flancs. Et elle permet à Harold de former des rangs extrêmement serrés. On raconte que les rangs étaient tellement serrés que pendant la bataille, les morts restaient debout, coincés entre leurs congénères. Cependant, cette position présente un inconvénient majeur. Elle rend l'offensive presque impossible, cantonnant Harold à une position défensive. L'armée d'Harold est disposée comme suit. En première ligne, la crème de la crème. Des guerriers recrutés parmi les Danois, dont l'arme de prédilection est la hache à 2 mains. Leur technique, c'est l'attaque. Ouais, mais en position défensive, c'est un peu ballot, non? C'est pour cela qu'on leur adjoint des soldats au bouclier pour les protéger. Sur les flancs, ce sont des gens du Fyrd, des paysans mal équipés, mal entraînés, mais qui en veulent. Car oui, en revanche, ils sont ultra motivés. Comme l'écrit Guillaume de Poitiers, si certains combattaient par affection pour Harold, tous, par amour de leur patrie, voulaient la défendre contre les envahisseurs étrangers. À noter qu'il n'y a pas de cavalerie du côté anglais. En raison de la configuration du terrain? Oui, mais en plus ce n'est pas dans leur tradition militaire.
Du côté normand, les troupes sont disposées comme suit. Au centre, les Normands, à gauche, les Bretons, à droite, les Flamands. Chaque bataillon va disposer ses hommes selon la logique suivante. Les archers en première ligne, les fantassins en seconde ligne, les chevaliers en dernière ligne. On pense qu'il y avait entre 2500 et 3000 chevaliers. Guillaume est au centre. Il peut ainsi commander à toute l'armée. Il est épaulé d'Eustache de Bayeux, son demi-frère, et pour la petite histoire, étant donné qu'il est évêque, il n'a pas le droit de faire couler le sang d'un chrétien. C'est pour cela qu'il est muni d'un gourdin. Ses adversaires mourront d'hémorragie, certes, mais d'hémorragie interne. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Passons. La ligne de front s'étend sur 1 kilomètre. Il est 9 heures, la bataille peut commencer. C'est Taillefer qui obtient l'honneur de provoquer les Anglais. Alors les Taillefer, c'est une grande famille qui tire son nom d'une légende. Un des ancêtres aurait taillé en deux un homme en armure, d'où le nom Taillefer. Et ce chevalier va se montrer à la hauteur de son ancêtre. Il sort du rang, dégaine son épée, tranche la tête d'un Anglais un peu trop aventureux et crie « Venez, que faites-vous? Frappez !» Puis Guillaume baisse son bâton. Et là, tout le monde se rue vers la colline. Non. Là, les archers s'avancent de sorte à pouvoir atteindre les Anglais sans être atteints par leurs projectiles et font des tirs en cloche. Je croyais que les tirs en cloche étaient à la fin. Ben non. Les Anglais se protègent de leurs boucliers type tortue romaine. Échec. Guillaume rappelle ses archers. Puis Guillaume envoie ses fantassins. La progression est difficile. En plus, ils se prennent des projectiles anglais dans la tête. Aucune brèche n'est ouverte. Finalement, il décide d'envoyer la cavalerie en renfort. La pente est rude et les haches anglaises au premier rang sont d'une efficacité redoutable. Le bilan, à ce stade, c'est beaucoup de morts du côté normand, très peu chez les Anglais. Finalement, les premiers à arriver au contact sont les Bretons, qui ont pour adversaires seulement des hommes du Fyrd. Et là, ils créent une brèche parce que les Bretons, c'est les meilleurs. Et rien du tout. C'est les hommes du Fyrd qui repoussent les Bretons, qui se replient dans le plus grand des désordres. Les hommes du Fyrd se lancent à leur poursuite. En plus, pour éviter les marées, ils obliquent et foncent dans les troupes normandes. Alors là, Guillaume va essayer d'intervenir, mais un javelot tue son cheval sous lui. Il se retrouve comme un simple fantassin. La rumeur se répand, le duc est mort. C'est la débandade générale. Guillaume attrape un chevalier, il le met à terre. Il rejoint Odon de Bayeux et Eustache de Boulogne. Il rattrape son armée, enlève son casque et hurle « Regardez-moi, je suis vivant et je serai vainqueur avec l'aide de Dieu. Quelle folie vous incite à la fuite? Où cette route vous conduira-t-elle? Ce sont ceux que vous pourriez massacrer comme du bétail qui vous repoussent et vous tuent. Vous fuyez la victoire et la gloire impérissable pour courir à votre propre perte et au déshonneur éternel. En fuyant, nul d'entre vous n'échappera à la mort. » La menace est claire. Oui, surtout qu'il ajoute qu'il tuera de ses propres mains les fuyards. Les troupes repartent à l'attaque. Guillaume envoie un escadron de chevaliers combattre les hommes du Fyrd qui étaient partis à la poursuite des Bretons. Les hommes du Fyrd se réfugient sur un promontoire appelé The Hillock. Ils sont massacrés jusqu'au dernier. C'est la première petite victoire de Guillaume. Guillaume repart à l'attaque et là son cheval est de nouveau tué par Gyrd, le frère d'Harold. Guillaume, redevenu fantassin, se serait lancé à sa poursuite. Il le rattrape, il l'ampute de chacun de ses membres et lui dit « Reçois de notre main la couronne que tu mérites. » Voilà la deuxième petite victoire du moment.
Et après ça, pause déj. Pardon? Oui, à 11h, Guillaume décide de faire une petite pause. Mais Harold, il n'a aucun intérêt à descendre de sa colline. Alors, pour avoir une pause, il suffit de ne plus attaquer. Les assauts reprennent à midi. Nouvelle attaque des fantassins, nouvelle pluie de projectiles, là on note. Une défaillance sur l'aile droite. Les Anglais se lancent à leur poursuite au retour de situation et massacre des Anglais trop téméraires. Puis une défaillance de l'aile centrale, côté normande, et rebelote des morts du côté anglais. alors, vraie ou fausse fuite? Alors, selon certains historiens, dont Freeman, Lemon ou Stanton, ce serait de vraies fuites déguisées en stratégie militaire afin d'effacer la honte. En effet, ils ne sont pas certains que les guerriers du XIe siècle puissent faire preuve d'une telle organisation et synchronisation. D'autres soulignent que cette stratégie était maîtrisée par les Carolingiens. Et surtout si ce sont de vraies fuites. Cela suggère une réaction inopinée et efficace du commandement à chaque fois. Alors je vous laisse juge, pour ma part, je n'en sais rien. En tout cas, à 14h, c'est la pause goûter. Gyrd et Leofwin, les deux frères d'Harold, sont morts. On ne peut pas dire pour autant que l'armée anglaise soit vraiment déstabilisée. À 15h, la bataille reprend avec 3 problèmes. 1. La bataille s'éternise. Cela fait déjà 4 heures qu'ils se battent. Les batailles de l'époque ne durent généralement que 2 heures, donc ils fatiguent. 2. Le soleil ne va pas tarder à se coucher, et si la nuit tombe, ils seront massacrés, les Normands. 3. Des égorgeurs anglais arrivent déjà en renfort par le nord pour venir secourir Harold. Alors, concernant les égorgeurs anglais, c'est Odon de Bayeux qui va prendre une délégation et les arrêter avant qu'ils rejoignent les rangs d'Harold. Certains pensent qu'il s'agit de l'épisode de Malfosse. Ce qui est sûr, c'est que les paysans vont donner du fil à retordre à Odon, les chevaux s'enlisent dans la boue, c'est une bataille dans la bataille à propos duquel on a finalement assez peu d'informations. Alors, revenons à la bataille principale. Il y a quand même une bonne nouvelle. Les Anglais n'ont plus de projectiles à envoyer sur les Normands. Cela est dû à une stratégie mise en place dès le début, ne rien renvoyer sur les Anglais pour les assécher en projectiles. Les archers vont donc faire des tirs en cloche pendant que les fantassins et les chevaliers iront au contact. Et là, Harold, il prend une flèche dans l'œil. Non, c'est une légende. Mais pourquoi faire une légende? Comme ça, personne n'est vraiment responsable. Mais pourquoi? C'était le but de le tuer, et ça aurait fait de cette personne un héros. Et aux yeux du pape, un pécheur. Ce qui va se passer, Guy d'Amiens nous le raconte. L'armée normande va finir par mettre le pied sur la plateforme, créant une trouée. Il est environ 17h30. Et il nous dit, de même que la forêt est abattue à coups de hache, de même la forêt anglaise est anéantie. Déjà la Gaule victorieuse était du champ. La Gaule? Oui, les Gaulois, les Français, nous quoi. Au comble de la joie, à la recherche du butin de guerre, quand le duc s'aperçoit que le roi au sommet de la colline met en pièces tous ceux qui l'attaquent, oups, il appelle Eustache de Boulogne, qui laissant les Français à leur combat apporte son concours efficace à ceux qui sont en difficulté. Un second, tel un fils d'Hector, oui, les Normands adorent les épopées antiques, le noble héritier du Ponthieu, Enguerrand de Ponthieu, et Hugues de Grandmesnil, prompt au devoir l'accompagne. Le quatrième est Giffard, de la famille Giffard, qui porte le surnom de son père. Ils ont pris les armes pour tuer le roi. Le premier perfore le bouclier de sa lance et lui transperce la poitrine. Un flot de sang jaillit et inonde le sol.
Le second de son épée lui entaille le cou juste en dessous de son casque. Le troisième d'un coup de javelot répand ses viscères. Le quatrième lui tranche la cuisse et jette au loin le membre coupé. C'est ainsi que la terre reçoit le cadavre d'Harold. D'ailleurs, sur la tapisserie de Bayeux, les personnages sont toujours à la fin du texte. Et ça correspond. Pour la petite histoire, ils ont même rajouté une flèche après coup pour coller à la légende, avant de la retirer. Il y a encore les petits trous au revers de la tapisserie. Mais revenons à la bataille. Ce n'est pas fini? Les Anglais ne peuvent faire une retraite convenable étant donné que le site n'est accessible que par un isthme étroit. Et lorsque les hommes du commando qui ont tué Harold s'emparent des deux étendards, la nouvelle de la mort du roi se répand assez rapidement. Et pendant que certains des Anglais essaient de fuir à l'anglaise, les Normands, eux, ont pour ordre de les poursuivre et de tous les buter. Car les Normands ne faisaient pas de prisonniers. La tradition chevaleresque en est à ses balbutiements. Mais Robinson, mais l'autre partie de l'armée qui ne fuit pas. Elle se réfugie sur une butte. Et comme Guillaume a peur de l'arrivée de renforts alors que la nuit tombe, il envoie des troupes avec à leur tête Eustache de Boulogne. Selon Ordéric Vital, l'incident de Malfosse, ce serait cela. Les chevaux s'embourbent et les Anglais tiennent tête. Eustache se prend un javelot dans le dos. Il est évacué et il survivra. La bataille est rude, mais les Anglais finissent par céder. Quelques-uns arriveront à fuir en profitant de la pénombre. L'armée normande dort sur place. Au matin, c'est un champ de cadavres, 5 à 6 000 morts. Sur un champ de 1,5 km sur 500 mètres. J'ai compté, cela fait un cadavre tous les 136 mètres carrés. Guillaume ordonne qu'on enterre les morts normands et français. Les autres, ils peuvent pourrir sur place. Alors je sais que Malmesbury raconte que Guillaume aurait puni un soldat ayant outragé d'un coup de pied le corps d'Harold. La vérité est que l'on décapitait les morts pour récupérer plus facilement leur brogne. Alors franchement, ça m'étonnerait. Concernant le corps d'Harold, on sait que Gita, sa mère, le réclamera. Alors beaucoup de rumeurs courent, mais il semble qu'il n'ait jamais eu de vraie sépulture chrétienne, Dieu ayant tranché en faveur de Guillaume. Et Guillaume a surtout peur qu'un culte se fasse autour de cette sépulture. Et il avait raison. Les rumeurs les plus folles courront. Certains pensent qu'il n'est pas mort et qu'il a fini ses jours en ermite à Chester, à Jérusalem ou au Danemark. Mais revenons à Guillaume et partons pour son couronnement. Il quitte Hastings pour Douves le 20 octobre. Là, il fait un détour par Romée. Vous vous souvenez de Romée ? Tu sais, là où les 50 bateaux de sa flotte d'invasion se sont perdus. Ok, il va tous les massacrer. Voilà, le ton est donné. Douves va se rendre sans négocier, sauf que les soldats de Guillaume vont quand même la piller. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des gentils garçons. Ils sont là pour s'enrichir par le pillage. Beau prince Guillaume indemnisera les habitants sans condamner les coupables. Et là, il y a une première épidémie de gastro. Lors de la remontée de Guillaume vers Londres, toutes les villes se rendent, plus ou moins, sur son passage. À Canterbury, Guillaume est touché par la gastro, ce qui l'oblige à faire une pause. Il remonte après vers Wallingford via Basing. Il saccage la région de Londres et toutes les plaines nourricières. Et les Anglais finissent par lui remettre la couronne. Tous les conseillers de Guillaume l'exhortent à se faire couronner au plus vite. Et tant pis si Mathilde, sa femme, n'est pas là. La date est décidée le 25 décembre 1066.
Pour que le couronnement se fasse en toute sécurité, des fortifications sont construites à l'intérieur de la ville. On se méfie des Anglais qui sont considérés, si l'on en croit Guillaume de Poitiers, inférieurs en religion et en ethnie. Le jour du couronnement, on met des gardes à l'extérieur de l'abbaye pour prévenir des troubles. Ealdred, évêque d'York, préside la cérémonie. Guillaume fait un discours pour demander aux présents de l'accepter comme roi. Le peuple l'acclame longuement et dans toutes les langues. Dehors, les gardes croient à l'émeute. Ils paniquent, ils mettent le feu à une maison. La lumière de l'incendie éclaire l'église. L'assistance fuit et il continue la cérémonie dans l'église en feu. Certains disent que Guillaume resta d'un calme incroyable. D'autres disent qu'il tremblait comme une feuille. Et même si cela n'était pas vrai, impossible de ne pas croire que Guillaume ne fût pas ébranlé par la tournure des événements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis ce couronnement, règnent sur l'Angleterre les descendants d'un Français. Et règne entre la France et l'Angleterre une franche rivalité.